Merci Hélène Conway-Mouret de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue des Français de l'étranger, membre du groupe socialiste et vice-présidente de la Commission des affaires étrangères. On va bien sûr parler de l'actualité internationale dans quelques instants et de votre texte qui est examiné cet après-midi en séance pour instaurer un congé menstruel pour les femmes. Mais d'abord, quelques mots du reste de l'actualité. Hier, Emmanuel Macron a rendu un hommage national à Robert Badinter et a ouvert la voie à la panthéonisation. La République fait homme, c'est ce qu'il a dit de Robert Badinter. Il a trouvé les bons mots dans cet hommage. Je le crois, et à un moment où nos institutions sont remises en cause par certains mouvements politiques, je crois qu'il est important de... Et l'hommage a été unanime, nous l'avons constaté, de rendre hommage à cet homme qui... c'est un homme de droit qui a défendu l'état de droit, un grand humaniste. Et dans l'époque que nous traversons, je crois que ces valeurs-là sont fondamentales. Et que même ceux qui, sur le plan politique, pouvaient être opposés à ce qu'il défendait, ont reconnu l'importance de ces combats qu'il a menés avec énormément de courage jusqu'au bout. On parle de l'institution de la peine de mort, quand même, contre une opinion publique qui n'y était pas prête à l'époque, et qui aujourd'hui est un marqueur, finalement, de l'histoire de notre pays, qui est le pays des Lumières et de l'humanisme. Est-ce que la gauche, en général, et le PS en particulier, manque d'une figure telle que Robert Badinter aujourd'hui ? Je crois que c'est le cas, en effet, puisque nous avons... enfin, il a marqué son époque, et aujourd'hui, nous avons finalement une démultiplication. Mais je crois qu'il y a des personnalités qui pourraient, en effet, peut-être s'imposer, qui mènent des combats. Mais nous sommes dans un autre monde. Et je ne sais pas si Robert Badinter, finalement, vivait aujourd'hui, s'il serait en capacité de faire ce qu'il a fait, avec une information, une communication qui est complètement différente, avec une démultiplication des sujets, une immédiateté dans tout. Je crois qu'il incarnait aussi une époque où il était possible de mener un combat jusqu'au bout, d'avoir des débats parlementaires qui pouvaient être très durs, mais qui étaient respectueux. Il me semble que tout ça a changé. Donc c'était un homme de son époque, et cette époque-là, nous pouvons peut-être en être un peu nostalgiques. Mais ça veut dire que les combats qu'il a menés, comme la peine de mort, mais pas que, il a mené beaucoup de combats, notamment pour les droits des homosexuels, pour les droits des prisonniers, il pourrait plus les mener aujourd'hui ? Il pourrait les mener, mais peut-être d'une autre façon, et pas avec le même impact. On va parler d'un autre sujet d'actualité. On l'a vu dans le journal hier, la commission des lois du Sénat examinait donc la constitutionnalisation de l'IVG. Le texte est passé en commission des lois. Il a été adopté dans sa version gouvernementale. Est-ce que vous y voyez un signal positif ? Oui, absolument. Je crois que là, nous avons le côté positif du débat démocratique, où nous avons des collègues parlementaires qui n'étaient peut-être pas convaincus, mais nous avons une division finalement en 3 blocs aujourd'hui dans le parti des Républicains, avec ceux qui aujourd'hui sont prêts à le voter, ceux qui sont encore indécis, et puis ceux qui sont opposés pour des raisons qui leur sont propres. Donc je crois que le débat qui a lieu depuis un certain temps quand même dans notre pays, eh bien, porte ses fruits pour aller vers cette constitutionnalisation de l'IVG. En fait, c'est le fait de marquer que nous voulons vraiment inscrire dans le marbre, donc dans le texte fondateur de notre République, eh bien, ce droit-là pour les femmes. Mais vous pensez que ça ira au bout, parce que vous avez entendu Bruno Retailleau, il dit le débat se fera en séance. Oui, certes, mais justement, je pense que voilà, c'est peut-être aussi un test pour l'autorité qu'il a sur son groupe, et si l'ensemble du groupe est prêt à le suivre ou pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons quand même vers un apaisement, en tout cas. Mais je pense que ça sera un bon débat. Où chacun pourra exprimer, parce que voilà, cela touche à l'intimité de la personne aussi. Il dit aussi, Bruno Retailleau, il soulève une autre question, c'est celle de la clause de conscience, qui fait partie des débats. Il dit que si on vote la liberté garantie, ça crée un droit opposable, et que du coup, ça pourrait remettre en question cette clause de conscience, et qu'on s'éloignerait ainsi de l'esprit de la loi Veil. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Oui, sur le fond, certes, mais en même temps, je pense qu'un médecin qui ne voudrait pas pratiquer une IVG, eh bien, ne le fera pas. Il y a suffisamment de collègues médecins pour le faire. Donc, théoriquement, en théorie, oui, mais je crois qu'en pratique, cela n'est pas un argument, en tout cas, suffisamment fort, je crois, à opposer.
On va parler de votre texte, puisque vous proposez d'instaurer un congé menstruel pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Le texte est examiné cet après-midi au Sénat. On va voir les détails avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Audrey, le Sénat étudie donc en séance cet après-midi dans le cadre d'une niche socialiste la proposition de loi d'Hélène Conway-Mouret qui vise à créer un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Audrey, vous êtes penchée sur les détails de ce texte. Oui, ce qui me permet d'abord de vous donner ce chiffre. Près d'une femme sur deux dit souffrir de dysménorrhée. Un mot un peu compliqué, mais ça signifie que ce sont des douleurs menstruelles si aiguës qu'elles perturbent les activités quotidiennes et qu'elles peuvent conduire, dans certains cas, à des absences en milieu scolaire ou dans le monde professionnel. Alors pour l'instant, les femmes se débrouillent toutes seules pour gérer ces éventuelles absences. L'objectif de votre texte, c'est de leur donner un cadre législatif. Concrètement, il s'agirait de mettre en place un arrêt maladie spécifique pour les cas de douleurs menstruelles, ce qui inclurait l'endométriose. Cet arrêt serait d'une durée de 2 jours par mois maximum, sans délai de carence, sur présentation d'un certificat médical valable pour 1 an pour éviter les démarches médicales supplémentaires. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que ce type de congé existe déjà au Japon depuis 1947, en Espagne depuis l'an dernier et en France dans certaines entreprises et certaines municipalités comme Saint-Ouen. C'est en région parisienne et Saint-Ouen l'a mis en place pour ses employés municipaux. Écoutez. En tant que chef de l'administration, on ne pouvait pas ne pas agir, donc on a décidé de mettre en place ce congé menstruel. Ça ne pouvait plus durer. Nous sommes la France, un pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. J'ai envie de dire que c'était une décision on ne peut plus républicaine. Je n'ai pas eu à utiliser ces jours, mais je n'hésiterai pas à le faire. Et au sein de mon équipe, donc moi j'encadre à peu près un peu moins de 10 personnes. Et j'ai déjà des agentes qui m'ont demandé d'utiliser ce congé. Et Audrey, cette idée ne fait pas l'unanimité au Sénat. Non, le texte soutenu par la gauche et les écologistes a été rejeté la semaine dernière par la Commission des affaires sociales à majorité de droite, même s'il faut souligner l'abstention de certains centristes. La délégation aux droits des femmes s'était aussi positionnée contre l'an dernier, même s'il n'y avait pas eu de consensus. Concrètement, les arguments, c'est que ça doit relever du dialogue social et pas de la loi. Il y a aussi la question de la rupture du secret médical et des discriminations éventuelles à l'embauche. Et ça, c'est aussi une inquiétude de certaines associations. Écoutez. Attention à l'impact à l'embauche. On sait aujourd'hui qu'un employeur qui emploie une jeune femme qui a des probabilités fortes de tomber enceinte va déjà faire une décote à l'emploi, etc. Est-ce que c'est le bon véhicule d'aller vers justement quelque chose de spécifique menstruel ? Alors, Madame la sénatrice, avant de revenir aux arguments contre, est-ce que vous avez bon espoir que le texte soit adopté cet après-midi ? Écoutez, je continue à faire de la pédagogie parce que finalement, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce sujet. J'ai entendu énormément de femmes, mais également j'ai auditionné le corps médical parce que vraiment ce texte, pour moi, s'inscrit sous le volet de santé. La santé des femmes. Vous l'avez très bien rappelé, une femme sur 2, c'est 7 millions de femmes, donc nous ne sommes pas ici à parler d'une minorité, mais d'un sujet qui touche notre population féminine et notamment des jeunes femmes qui ont envie simplement de travailler et de s'épanouir correctement et d'avoir aussi les mêmes avantages que leurs collègues hommes, parce que chaque mois, certaines sont pénalisées par des douleurs et j'ai découvert la gamme finalement des symptômes qui peuvent toucher les femmes et qui vont en effet de céphalées de douleurs à ce que l'on m'a décrit comme étant des douleurs qui ressemblent à celles de l'accouchement ou d'une crise cardiaque. J'ai des femmes qui m'ont dit « je ne peux pas sortir de mon lit, je suis dans l'incapacité de parler tellement que j'ai mal ». Donc ce que nous proposons est assez simple. C'est pas un congé, parce que le terme de congé veut dire un peu vacances, et sincèrement, les unes et les autres se passeraient très volontiers de s'arrêter. Elles me disent qu'elles ne souhaitent pas s'arrêter. L'arrêt, en fait, est le recours ultime, le dernier recours quand on ne peut plus gérer. Ce que nous souhaitons, c'est une adaptation du poste de travail pour pouvoir leur permettre,
de continuer à travailler correctement, de s'arrêter si elles en ont besoin. Et partout où cela a été mis en place, aujourd'hui sans cadre législatif, et c'est ce que nous proposons de fait, eh bien, nous voyons à la fois un regain de productivité, parce que les femmes qui ont pu avoir cette journée de repos, eh bien, reviennent plus fortes, et aussi un rapport différent entre l'employeur et l'employé, parce qu'il y a cette confiance. Les femmes n'ont plus l'angoisse de se dire qu'elles vont gérer toutes seules. Il y a une prise de conscience également de l'existence des dysménorrhées. Le fait d'en parler est déjà un pas en avant. Alors, c'est vrai que ça a été rejeté, mais en discutant avec mes collègues, je pense que les arguments qui sont avancés, et vous parlez de discrimination, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, les employeurs, enfin les chefs d'entreprise ou les maires, enfin tous ceux qui sont responsables d'un grand nombre d'employés, nous ont dit qu'ils l'ont mis en place justement pour pouvoir attirer plus de jeunes femmes, en leur signalant que si elles travaillent, eh bien, elles seront en capacité de pouvoir gérer ce moment très compliqué pour elles dans le mois. Donc, c'est un facteur d'attractivité, donc, et non pas de discrimination, de même que le congé de maternité n'a pas été une discrimination et que les femmes aujourd'hui, dans un entretien d'embauche, n'ont pas des questions à savoir si elles ont des règles douloureuses, si elles vont avoir des enfants, comment elles vont gérer leur ménopause. Enfin, voilà. Donc si un employeur ne veut pas une femme, ce n'est pas sur le fait qu'elle risque d'avoir des règles douloureuses qu'il ne l'emploiera pas. Alors, pour ceux, et certaines associations en font partie, qui pensent que c'est une fausse bonne idée, et elles demandent en tout cas qu'il n'y ait des arrêts maladie sans carence. Donc des arrêts maladie pour les hommes, pour les femmes, mais sans carence, ce qui permettrait d'éviter les discriminations. Vous pensez que ça, c'est possible ? Si vous voulez, c'est un arrêt maladie, même si les règles ne sont pas une maladie. Hein, c'est pour ça que nous préférons l'arrêt menstruel sur la base d'un phénomène médical. Et donc les femmes, enfin les hommes n'ont pas de règles. Ce serait plutôt de faire un arrêt maladie. Mais c'est instaurer le fait que nous instaurons le droit de s'arrêter. C'est contraire à l'état d'esprit dans lequel ce texte a été conçu. C'est-à-dire que nous répondons à un besoin, à une attente, à une demande des femmes de pouvoir gérer au mieux ce moment compliqué. Et ce n'est pas un droit supplémentaire que nous offrons qui, de fait, dirait que nous augmentons de 12 le nombre de jours de congés dans une année. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire nous facilitons pendant ces 12 jours sur une année la possibilité de travailler au mieux. Voilà. Et donc, ce n'est pas un nouveau droit qui serait donné aux hommes et aux femmes de congés supplémentaires. Ce n'est absolument pas ça. D'accord. Laurence Rossignol, qui est la rapporteure du texte, parle, elle, d'un problème générationnel entre, je cite, ceux qui portent cette proposition et ceux qui font obstacle. C'est aussi votre avis, votre constat ? Un peu, je pense qu'elle a raison sur le fond, c'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une génération qui a envie de s'épanouir au travail, qui n'est plus dans une logique de rentrer dans un emploi et de penser qu'ils en sortiront 40 ans ou 43 ans plus tard, mais bien de pouvoir choisir en fait son cadre de travail. Et je pense que le fait d'avoir cet arrêt menstruel est un élément supplémentaire qui permettra justement pour ceux qui l'ont mis en place, et si le texte devait être adopté, eh bien ce serait généralisé de fait, eh bien de pouvoir de travailler de façon optimale et de pouvoir s'épanouir. Et c'est pour ça que le deuxième volet de ce texte, c'est la santé des femmes et le bien-être au travail. Merci Sam. Merci Audrey. Je vais lancer un sujet de Samia, voilà. À tout à l'heure. Oui, on va parler de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce sera à suivre dans le club. Et on va parler, nous, de la situation internationale et du Sénégal, justement. Vous suivez particulièrement la situation de l'Afrique. Le Sénégal est sous tension depuis l'annonce par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle. Samia Dechir, justement, nous fait le point. Le visage et les poings bâillonnés, l'opposition sénégalaise dénonce symboliquement la répression des autorités. La manifestation prévue mardi a été interdite. Le collectif Aar-Sunu Élections avait prévu de marcher contre le report de la présidentielle et reste bien déterminé à se faire entendre par une nouvelle manifestation prévue samedi prochain. Nous rappelons que la liberté de manifester constitue un droit fondamental et que la plateforme Aar-Sunu Élections
ne saurait rester passive face aux atteintes répétées aux droits garantis par la Constitution aux citoyens sénégalais. Initialement prévue le 25 février, l'élection présidentielle sénégalaise a été reportée au 15 décembre prochain. Le président Macky Sall va donc se maintenir au pouvoir pendant près de 10 mois supplémentaires. Une décision qui a provoqué la colère des Sénégalais. Les manifestations ont fait au moins 3 morts la semaine dernière. Durant ces manifestations, on a vu des exactions, on a vu des agressions, c'était brutal. Voilà, on tirait à bout portant sur les manifestants et les images étaient atroces. La situation du Sénégal inquiète fortement la communauté internationale. Le pays, qui n'a jamais connu de coup d'État, était jusqu'ici un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire d'État s'est entretenu avec le président du Sénégal ce matin pour lui réitérer notre inquiétude au sujet de la situation dans ce pays et pour lui dire clairement que nous voulons que les élections se poursuivent comme prévu. La France a appelé les autorités sénégalaises à un usage proportionné de la force. L'ONU demande le respect du droit de manifester pacifiquement. Samia le rappelait dans le sujet, le Sénégal, c'est l'un des derniers îlots de stabilité dans l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous craignez que le pays bascule? Écoutez, je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui pour apaiser la situation va dans le bon sens. C'est en effet un pays démocratique, qui a une constitution, qui a une histoire. Et aujourd'hui, il est dommage que pour finalement rester au pouvoir, s'accrocher au pouvoir quelques mois supplémentaires, eh bien, le pays risque de basculer dans la violence, dans la confrontation. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, d'autant que dans la sous-région, l'instabilité politique prévaut et qu'il ne faudrait pas que le Sénégal, à son tour, bascule avec aujourd'hui quand même aussi la menace, on va dire, d'ingérence étrangère que nous voyons à l'œuvre dans d'autres pays. Donc, moi, je pense que ce que la France peut faire, ce que les États-Unis peuvent faire, eh bien, d'appeler à la fois au respect de la Constitution, que les manifestations se passent pacifiquement et que, eh bien, un compromis soit trouvé pour que les élections aient lieu le plus rapidement possible. On va parler des ingérences, mais est-ce que la France en fait suffisamment? Vous ne la trouvez pas trop silencieuse? Est-ce qu'elle a encore une influence? Écoutez, je pense qu'au vu de ce qui se passe dans la région, sincèrement, la prudence est de mise pour l'expression française. Quand je parlais d'ingérence étrangère, la France est malheureusement souvent le bouc émissaire. Et vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même basés sur une désinformation assez efficace, venant souvent d'ailleurs de l'étranger, de la Russie, nous le savons, de la Chine également. Et que donc je pense que l'expression française aujourd'hui ne doit pas être celle de la prescription, mais bien de l'accompagnement, comme le font les États-Unis. Hein, simplement un appel au respect du droit et de la Constitution sénégalaise. Ouais, et vous parliez effectivement de la manière dont est reçue la France en Afrique, et notamment au Sahel, hein, puisque là aussi, ce sont des choses que vous suivez de près, où il y a un sentiment anti-français, des propos anti-français, où nos armées ont été chassées de plusieurs pays. Est-ce que la France est en train d'échouer totalement sur le continent africain ? Disons que voilà, nous n'avons pas une politique africaine qui est très clairement définie. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression finalement d'être dans la réaction. Moi, je suis incroyablement triste de voir qu'au Niger, par exemple, puisque c'est le dernier pays dont les troupes françaises sont parties, et parties parce qu'elles ont été invitées à le faire, eh bien, nous avons fermé notre ambassade, nous avons fermé notre école, et en fait, il n'y a plus de présence française. Il n'y a plus de présence physique, puisque les ressortissants français sont invités à ne pas aller au Niger. Donc nous avons une absence totale. En arriver là, je pense, c'est d'une grande tristesse quand l'on sait les relations qu'il y avait à tous les niveaux. Et c'est dû à quoi? Ce sont des erreurs politiques? Je pense que la France n'a pas su être en phase avec le développement de ces pays et a peut-être pensé que parce qu'elle avait colonisé un grand nombre d'entre eux, qu'elle continuait à les connaître, qu'elle continuait à pouvoir avoir une certaine influence, d'être présente et que tout cela allait de soi, sans se rendre compte que la jeunesse africaine changeait, que la jeunesse africaine aujourd'hui est éduquée. Elle est passée au téléphone portable. Certains m'ont dit nous n'avons jamais eu de téléphone fixe. Finalement, nous avons
eu dès le départ un téléphone portable et une grande modernité, des aspirations. Et la France n'a pas su accompagner cela. Alors nous l'avons fait sur le plan sécuritaire en investissant énormément d'argent, mais ce n'était pas ce que la population attendait d'un accompagnement que d'autres ont fait avec succès, notamment dans le développement du pays, dans la lutte contre la pauvreté, qui est le terreau aujourd'hui, malheureusement, de la plupart des maux de ces pays, de recrutement à la fois pour les groupes armés, mais également d'un basculement et d'une appétence à vivre autre chose et de se dire qu'il est facile, parce que la France était présente, qu'elle soit coupable finalement de tout, il faut un bouc émissaire. Elle était suffisamment présente pour l'être et peut-être suffisamment maladroite aussi pour le mériter. On doit faire agir au propos de Donald Trump qui assure que s'il est réélu, les États-Unis ne viendraient pas en aide aux États membres de l'OTAN en cas d'agression russe s'ils ne payent pas leur part. Est-ce que vous êtes inquiète d'une possible réélection de Donald Trump aujourd'hui ? Alors c'est une possibilité. Bon, nous allons attendre bien évidemment le jugement de la Cour suprême. Il ne faut pas oublier quand même que les nominations ont été faites par Donald Trump lui-même. Et donc il peut être assez confiant dans le fait qu'il va être en capacité en effet de se présenter. Aujourd'hui, il est entouré de nationalistes et de radicaux. Toutes les personnalités qui sont autour de lui sont quand même des nationalistes fervents. Et je pense que si, dans un premier mandat, il a un petit peu tâtonné, il a menacé, en effet, par exemple, de se retirer de l'OTAN, mais ne l'a pas fait, je pense qu'il mettra ses menaces à exécution cette fois-ci. Je pense qu'il est dans un état d'esprit tout à fait différent et que ce qu'il a retenu la première fois, à savoir que le marché européen est incroyablement lucratif pour les États-Unis sur le plan de l'achat d'équipements militaires, et donc Donald Trump a été assez sensible à ce point économique. Je pense que là, il est dans une autre logique et qu'il va falloir faire très très attention parce que sa vision du monde se ramène aux États-Unis. Ce qui est bon pour les États-Unis est forcément bon pour le monde, mais nous avons vu la façon dont il a négocié les accords de Doha et la façon dont les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, qui n'était quand même pas une réussite. Et donc, il faut s'attendre, peut-être demain, s'il était réélu, à un nouveau positionnement vis-à-vis de l'Ukraine, nouveau positionnement vis-à-vis du conflit entre Israël et le Hamas. Et donc, je crois que l'Europe, malheureusement, aujourd'hui, est plutôt dans un effet de suivisme par rapport à ce que les États-Unis décident. Est-ce que ça peut quand même alerter l'Europe ? Est-ce que ça peut pousser l'Europe à accélérer la mise en place d'une défense européenne ? On a vu notamment les déclarations d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui était plutôt atlantiste et qui là a dénoncé très clairement les propos de Donald Trump et qui était soudé avec l'Allemagne et la Pologne, la France et la Pologne en début de semaine. Est-ce que du coup, on peut y voir du positif là-dessus ? Oui, vous savez, en 2019, nous avons commis un rapport que j'avais demandé d'ailleurs sur la défense européenne, le défi de l'autonomie stratégique. Nous l'avions nommé. Bon, plusieurs années plus tard, on se rend compte quand même qu'un certain nombre des pays, dont l'Allemagne, restent fondamentalement atlantistes. Et le positionnement de Donald Trump peut en effet accélérer la volonté de nous renforcer, ce que tous les présidents américains ont fait de façon un peu plus polie et un peu moins brutale que Donald Trump, mais tous ont demandé aux Européens de consolider leur défense européenne et de pouvoir se prendre en charge, enfin. Nous ne l'avons pas fait pendant des décennies, nous n'avons pas investi suffisamment avec des budgets de défense qui étaient toujours la variable d'ajustement, souvent, celui des affaires étrangères également. Et aujourd'hui, nous payons ce prix-là, puisque le conflit en Ukraine a bien montré la limite de ce que nous pouvons dépenser, de ce que nous pouvions prêter ou voire donner à l'Ukraine. Et quand on accuse la France de ne pas en faire assez, c'est parce que nous ne pouvons pas faire plus. Et qu'à un moment, c'est pour ça que nous avons voté la LPM et qu'il y a une vraie prise de conscience, la loi de programmation militaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons cette prise de conscience qu'en effet, il faut faire plus et plus vite. Mais en même temps, je crois qu'un certain nombre de pays restent fondamentalement attachés aux États-Unis et ne sont peut-être pas en capacité aujourd'hui de se dire qu'ils veulent couper le cordon. Merci Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup.